Bonjour à tous et bienvenue dans Les Experts. Je suis très heureuse de vous y retrouver. C'est aujourd'hui la troisième étape de notre tour des bourgmestres avec un réformateur et un socialiste. On va évidemment revenir sur l'actualité politique qui était très mouvementée cette semaine. Et puis pour la décoder, à mes côtés, deux journalistes, Vanessa Lullier de BX1. Bonjour. Et Karim Fadoul de la RTBF. Bonjour Stéphanie. Bonjour Alors, on démarre évidemment avec le CPS d'Anderlecht qui est dans la tourmente. De nombreuses irrégularités ont été dénoncées par l'émission Panneau de la VRT, revenu d'intégration octroyé à des personnes qui n'en avaient pas le droit, fraude domiciliaire ou encore accusation de corruption. L'affaire est remontée jusqu'à la Chambre. Voici ce que répondait la ministre de l'Intégration sociale jeudi dernier. Alors que les contrôles ont normalement lieu sur base d'un échantillon, j'ai demandé que les contrôles soient systématiques au niveau du CPS d'Anderlecht. J'ai aussi demandé au SPP Intégration Sociale de vérifier si d'autres CPS rencontrent des problèmes similaires et dans ce cas, renforcer les contrôles. Ces manquements dont je répète que je les condamne avec la plus grande fermeté doivent être dénoncés et les montants doivent être remboursés. Il faut aussi rappeler que les lacunes dans le respect d'application des procédures sont dues à un manque de moyens humains, vous l'avez souligné. Il faudra continuer donc à renforcer les effectifs du CPS pour leur permettre de traiter les dossiers dans les délais et dans les respects les plus stricts de procédures. Voilà les premières réponses données par rapport au constat dans ce CPS. Vanessa Lullier, l'affaire prend des proportions très importantes. Mais oui, c'est sûr que déjà, c'est quand même assez perturbant quand même de voir comme ça qu'on peut venir et raconter une histoire qui n'est pas vraie et quand même arriver à toucher des aides. C'est quand même assez perturbant, effectivement. Donc je comprends que ça prenne des proportions assez importantes. Et puis, on est quand même encore, mine de rien, dans une période de négociation, de formation de gouvernement, aussi bien au niveau de Bruxelles qu'au niveau du fédéral. Et que là, au final, c'est quand même pour les partis de droite, voilà, un os à ronger formidable contre le Parti socialiste. Quand on voit la manière dont s'est défendu l'ancien président du CPS en disant « mais moi je suis socialiste, je suis comme ça, je préfère aider les gens », évidemment, c'est maladroit comme réponse. Et on ne peut s'attendre, c'est un peu donner le bâton pour se faire battre, en fait. Karim Fadoul, on est sur là un dossier, dans un contexte, finalement, on est en crise budgétaire un petit peu partout. C'est compliqué de boucler les accords à cause de cette situation économique. Ça tombe vraiment à un moment difficile. Ça tombe à un moment difficile. Alors la décharge du magazine Panneau de la VRT, c'est que leur enquête journalistique a duré de très longs mois, donc bien évidemment en dehors des considérations électorales et politiques. Et puis effectivement, ça sort maintenant dans une période un peu charnière et avec des éléments. Alors il y a énormément de choses dans ce reportage de 52 minutes. Il y a énormément de choses. Il y a plusieurs entrées. Mais tout ça montre quand même une forme de... voilà, il y a de la fraude, il y a du clientélisme, des soupçons de clientélisme, il y a des travailleurs qui sont totalement qui croulent sous la masse de dossiers, qui n'y arrivent plus, le manque de moyens, ou aussi des moyens qui sont là mais qui sont mal utilisés. Et donc tout ça, ça fait une marmite qui à un moment donné explose, mais qui, à mon sens, n'est pas propre au CPS d'Anderlecht. Je pense que plusieurs CPS, et notamment au sein de la région bruxelloise, vivent un peu la même chose. Alors, à des degrés divers forcément, mais avec aussi des assistants sociaux qui ne parviennent plus à respecter les délais de traitement de dossiers, et ça crée effectivement des situations particulièrement difficiles à comprendre et à entendre. Ici, on a l'impression que ça va peut-être déclencher une réflexion plus large. On sait que la semaine prochaine, la commission à la Chambre va continuer à entendre des réponses et faire des auditions sur ces révélations. Vendredi, c'était le Parlement bruxellois qui se saisissait de la question. On va recevoir deux invités politiques, donc deux bourgmestres qui vont pouvoir sans doute nous donner leur éclairage sur la situation. On reçoit Boris Diliès, bourgmestre d'Uccle, et Fabrice Kums, bourgmestre d'Anderlecht. Bienvenue, messieurs. Alors, Fabrice Kums, on va se tourner vers vous en premier. Quand vous avez vu ce reportage de la VRT, est-ce que vous avez découvert des choses où vous vous êtes dit, on savait ces choses-là et finalement on n'a pas d'outils pour y répondre? Non.
on ne savait très certainement pas. Maintenant, il y a deux éléments dans le reportage de la VRT. Il y a à la fois des potentiels dysfonctionnements administratifs et puis il y a par ailleurs des accusations de clientélisme. Et je pense que certains, peut-être à dessein, entretiennent une forme de confusion entre les deux aspects du reportage. Pour ce qui est des potentiels dysfonctionnements, j'ai immédiatement demandé à ce qu'on fasse une enquête interne, parce que nous ne voulons évidemment pas que le CPS d'Anderlecht soit un Mr Cash, j'ose le terme. Aujourd'hui, on va évidemment communiquer que lorsqu'on aura les résultats complets de cette enquête interne, mais les premiers éléments semblent quand même montrer que la vérité administrative n'est pas tout à fait celle qui a pu être montrée par la VRT. Mais on communiquera en temps venu. Oui, la ministre fédérale disait qu'il faudra rembourser. Ça va se faire? Comment ça va se passer? Oui, il faudra rembourser, c'est certainement, mais on va attendre le résultat de l'enquête. D'accord. Alors, Boris Diliès, on voit qu'ici, on est dans quelque chose où il y a une responsabilité au niveau du CPS, au niveau de la commune, au niveau de la région, au niveau du fédéral. Par rapport à ça, comment est-ce que les responsabilités doivent se prendre? Qui doit agir? Mais il y a effectivement la ministre fédérale qui est dans son rôle, qui est d'ailleurs pas simple, mais ici, je ne connais pas effectivement le fond du sujet, à part ce que j'en ai vu dans les médias. Vous savez, c'est extrêmement compliqué, le fonctionnement entre la commune et le CPS. C'est pas quelque chose de simple, parce que je pense que ça devra faire partie des évolutions, parce qu'on a là deux entités qui, à la fois, sont dépendantes l'une de l'autre, et en même temps une véritable autonomie malgré tout de la part du CPS, mais qui, in fine, doit toujours adresser la facture à la commune qui est censée, à ce niveau-là, remplir son devoir en la matière. Donc ça reste une machine extrêmement complexe, et je pense que ça fait partie, selon moi, des dossiers sur lesquels la région, notamment, devra travailler pour essayer peut-être aussi d'un peu plus uniformiser les choses. Karim Fadoul. Oui, alors effectivement, ce qui ressort de ce reportage, c'est notamment ces accusations, ces soupçons de clientélisme, et effectivement aussi ce qui se passe lors d'une permanence sociale, lorsque un administré, un demandeur social vient à la rencontre d'un mandataire, en l'occurrence ici le président du CPS, et sollicite son aide pour telle ou telle raison, tel ou tel dossier, pour solutionner tel ou tel problème. Et donc c'est la question de la permanence sociale. Alors, les bourgmestres aussi organisent, beaucoup de bourgmestres en Belgique organisent des permanences sociales, tous bords confondus. Alors, ces permanences sociales, est-ce que ça a une raison d'être? Est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce qu'à un moment donné, le mandataire ou la mandataire ne se sent pas un peu obligé de répondre à la demande de la personne qui est peut-être en détresse, qu'il a en face de lui ou d'elle? Oui, bien sûr. D'abord dire que c'était évidemment une phrase tout à fait malheureuse de Moustapha Akouz. Il m'a expliqué que c'était parce qu'il avait été mis sous pression pendant de longues minutes, de longues heures par les journalistes qui incessamment reposaient la même question et formulaient les mêmes accusations qu'il a eu cette formule malheureuse. Alors la phrase, peut-être on la redonne, c'est « Moi je suis socialiste, je suis fier de l'être. Si on estime que je suis clientéliste, moi je suis fier d'avoir aidé les gens. » Donc c'est ce qu'il a déclaré à la VRT. Donc c'est tout à fait malheureux et ce que j'ai expliqué n'excuse évidemment rien. Par rapport au contenu, alors on appelle ça comme on veut, des permanences sociales ou autrement, les mandataires locaux, quels qu'ils soient, rencontrent les citoyens. Je pense que si quelqu'un téléphone à mon secrétariat et demande d'avoir un rendez-vous avec moi, je lui donne un rendez-vous et il vient m'exposer ses difficultés. Alors, je pense que quand on est confronté à des difficultés parfois lourdes, on ne peut pas ne rien faire et dire « Désolé monsieur, rentrez chez vous » ou « Madame, rentrez chez vous ». Et donc, je pense que ça fait partie du job que de s'inquiéter, de demander des informations par rapport à l'état du dossier. Évidemment, là où ça poserait problème, c'est de demander des passe-droits. Et c'est évidemment la limite difficile à tenir, mais je pense que recevoir les gens et demander des informations par rapport à leur situation, je pense que ça fait partie du contact qu'on a aussi avec les citoyens. Je pense que ça rapproche aussi le citoyen et la politique, et je pense que si on ne recevait pas les citoyens, on aurait encore des accusations d'être trop distants. Ouais, Boris Diliès, la loi prévoit que le président du CPS peut intervenir en faveur de personnes en situation d'urgence, mais cette notion d'urgence, elle n'est pas définie. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faudrait préciser ou ça doit rester à la discrétion?
Je pense que ça peut rester à la discrétion, mais il y a ensuite une question, quelle que soit la fonction de comportement. Moi, j'avoue effectivement que j'ai aussi été choqué par cette phrase qui, en substance, était « je ne suis pas clientéliste, je suis socialiste ». Ça, je dis, c'est fou. C'est fou d'entendre cela. Mais je pense que dès lors que la fonction est exercée avec probité, je ne pense pas que de ce côté-là, il faille construire une usine à gaz. Vanessa Lullier. Oui, donc, pardon, j'ai une petite canne de tout pendant que vous parliez, comme ça je suis honnête. Voilà, ça ira beaucoup mieux. Vous disiez aussi qu'il manquait effectivement du personnel au niveau des CPS, des assistants sociaux. Vous dites que ça fait longtemps qu'il nous manque 8 personnes à peu près, hein, si je ne me trompe pas. Est-ce que finalement, c'est quelque chose... voilà, quelles sont vos difficultés pour recruter peut-être? Parce qu'on entend tous les travailleurs sociaux, c'est compliqué. Est-ce qu'on rencontre aussi les mêmes difficultés, quelle que soit la commune, que ce soit à Uccle ou à Anderlecht, pour recruter ces assistants sociaux? Parce que 200 dossiers par personne, c'est intenable. D'abord, je voudrais dire que je pense qu'il manque plus que 8 assistants sociaux. Pour avoir un service de qualité, il faudrait beaucoup plus de monde. Et les 8 personnes dont je faisais état, c'était celles qui étaient finançables, donc pour lesquelles on a l'argent et pour lesquelles on a lancé des offres d'emploi qui, effectivement, ne trouvent pas preneur parce que le métier est difficile. Parce qu'il suffit de se rendre dans la salle d'attente d'un CPS, quel qu'il soit, et en particulier celui d'Anderlecht, pour se rendre compte que le métier d'assistant social est difficile. Tous les métiers de première ligne le sont, avec l'agressivité parfois compréhensible par rapport à la situation dans laquelle les citoyens se trouvent, mais une agressivité de plus en plus grande. On a dû prendre des agents de sécurité pour tenir la sécurité dans les salles d'attente, et donc c'est un métier difficile. Et donc effectivement, il y a beaucoup d'assistants sociaux qui soit s'orientent vers d'autres voies, soit quand elles viennent de province, retournent, après avoir été formées, retournent près de leur domicile. Et donc, oui, c'est quelque chose auquel on est confronté. Au-delà des problèmes de personnel, il y a également les problèmes financiers. Je rappelais qu'en 5 ans, la dotation que la commune verse au CPS, elle est passée de 25 millions à 40 millions en 5 ans. Et donc, je pense que si on n'a pas un plan Marshall par rapport à cette aide sociale en région bruxelloise en particulier, eh bien, on ne va jamais s'en sortir. Les constats sont les mêmes en la matière à Uccle. Vous savez, nous sommes le 6e CPS en termes de volume et d'importance. Il y a 6000 personnes à Uccle qui dépendent de près ou de loin du CPS, et les difficultés sont les mêmes. On a un personnel qui, effectivement, qui travaille de manière extraordinaire, mais la situation est vraiment compliquée entre effectivement le nombre de personnes qui peuvent gérer les dossiers et le nombre de dossiers. On est à flux tendu dans une situation qui est extrêmement compliquée. Et c'est la même chose aussi en termes d'augmentation de la dotation communale, où on a eu sous la législature précédente une augmentation de plus de 25%. Et quand on voit les projets considérable. Les projets de la future majorité fédérale qui se négocient, on peut se dire qu'il risque d'y avoir plus de personnes qui n'auront plus droit au chômage, qui vont se tourner vers les CPS, que ça va s'accentuer comme problématique. Oui, mais je ne pense pas que, si vous voulez, pour moi, ça, c'est pas l'argument. C'est-à-dire que, à un moment donné, l'idée, c'est aussi, au niveau du prochain gouvernement fédéral, de se dire qu'il faut d'abord travailler aussi sur la remise à l'emploi. L'objectif, ce n'est pas de se dire qu'il n'y aura plus du tout de filet social, mais je pense par contre que ça peut avoir du sens aussi de donner les moyens au CPS pour que le CPS reste dans sa mission, et à côté de cela, effectivement, de tout faire justement pour que la majorité ou le maximum de personnes puissent être remis à l'emploi. Vous êtes prêts ? Oui, parce que remettre les personnes à l'emploi, évidemment que tout le monde est pour, mais on peut très bien le faire dans le cadre du chômage. À partir du moment où on dit qu'on va limiter les allocations de chômage dans le temps, c'est qu'on n'aura pas réussi à remettre ces personnes à l'emploi. Et donc, elles vont de facto retomber sur le dernier filet qui est celui du CPS, et donc en particulier sur les CPS des grandes villes, ceux de Bruxelles, et on va de nouveau se prendre de plein fouet des problèmes supplémentaires, et on n'est pas outillé, on n'a pas assez d'argent pour faire ça. Donc il faut le fédéral, s'il prend ces mesures-là, qu'il refinance de manière structurelle les CPS. Oui, est-ce que vous vous êtes dit par rapport à ce reportage-là qu'il a été fait spécifiquement pour cibler une commune bruxelloise gérée par les socialistes, ou vous vous êtes dit non, ce reportage finalement, il est salutaire, il y a des choses qui ne vont pas dans mon CPS? En tout cas, je ne me suis pas dit que c'était fait pour cibler le CPS d'Anderlecht en particulier, certainement pas.
On va faire l'enquête, on va analyser en particulier les 2 dossiers qui ont été filmés en caméra cachée, on va analyser très concrètement ce qui s'est passé depuis le début de la demande jusqu'à l'octroi de l'aide et voir un petit peu s'il y a des torts. Et sur cette base-là, on reviendra en toute transparence devant la presse, devant les citoyens et devant tout le monde politique qui nous critique pour l'instant. On reviendra devant tout le monde en expliquant ce qui s'est passé concrètement. Dans la Libre Belgique de vendredi matin, il y avait un grand article sur Lofty Moustapha, qui est le nouveau président du CPS, mais aussi le président du foyer, disant qu'il y avait aussi peut-être des soupçons par rapport à la situation de la gestion de ce foyer. Qu'est-ce que vous répondez? Alors, moi, j'ai été président de la Société du logement de la région bruxelloise, la SLRB, qui est la tutelle de toutes les sociétés immobilières de services publics, les sociétés de logements sociaux. Il n'y a pas de secteur plus contrôlé que celui-là. Dans chaque CISP, dans chaque société, il y a un délégué social de la SLRB qui contrôle toutes les attributions. Et donc moi, je n'ai aucun doute par rapport au fait que les attributions de logement se sont faites dans le cadre légal. Bien, eh bien, on va en venir au chapitre suivant, qui est l'autre coup de tonnerre dans la politique bruxelloise, parce qu'on a une semaine plus ou moins plutôt intense, avec cette invalidation des élections à Saint-Josse par le collège juridictionnel. Je vous propose de regarder ce reportage de Romain Van de Noël, Charles Carpro et Job Medou. À Saint-Josse-Tenaude, un bain de foule pour le bourgmestre candidat à sa réélection. Émir Kir remporte alors une victoire écrasante, la majorité absolue. Une victoire annulée par le collège juridictionnel à la suite d'une plainte de 3 autres listes, PS, Écolo et Team Fouad-Haïdar. Le collectif de partis dénonce des irrégularités en amont du scrutin et le jour même des élections. Un seul de ces griefs suffit au collège pour prendre cette décision, celle des procurations. C'était la partie la plus tangible puisqu'elle était basée sur des écrits, les procurations en elles-mêmes. Et donc il y a un travail de munici qui a été réalisé par le collège juridictionnel et ce travail a permis d'établir l'existence d'un certain nombre d'irrégularités. Des procurations signées le jour même du scrutin, ce qui est interdit. D'autres se sont vues modifiées par plusieurs personnes. En tout, 656 procurations avaient été déposées à Saint-Josse-Tenaude, un nombre déjà très élevé. Parmi elles, 116 sont considérées comme irrégulières. Une situation qui aurait très bien pu influencer le scrutin, car la team Fouad-Haïdar manque son siège de 54 voix seulement. Après notification de la décision, les nouvelles élections devront se tenir dans les 50 jours. La liste du bourgmestre a 8 jours pour déposer un recours et espérer annuler cette décision. Alors, va-t-on revoter à Saint-Josse? Eh bien, tout dépendra de ce fameux recours d'Émir Kir devant le Conseil d'État et de son issue. Mardi soir, on en a vu déjà quelques images, le bourgmestre Émir Kir remettait en cause l'indépendance du collège juridictionnel. Je vous propose de l'écouter. Je pense que ça a été une grosse stupeur dans cette commune. Le collège juridictionnel a annulé les élections communales de Saint-Josse. N'oublions jamais que le collège juridictionnel est désigné par le Parlement bruxellois. C'est un organe politique. Ce ne sont pas des juges, ce ne sont pas des membres de la magistrature. Alors, est-ce que c'est une attaque politique contre Émir Kir, Karim Fadoul? Alors, première chose, les membres du collège juridictionnel se sont défendus en disant que non, nous sommes des juristes et tout ça se fait en toute transparence et qu'il n'y a absolument pas de magouille politique derrière ou d'attaque ciblée politique derrière. Mais ça m'a rappelé un petit peu l'argument utilisé il y a près d'un quart de siècle par Philippe Moreau, parce que après les élections communales de 2000, le collège juridictionnel à l'époque avait annuler les élections communales à Molenbeek et Philippe Moreau avait introduit un recours auprès du Conseil d'État et on avait installé le nouveau Conseil communal. Enfin, le Conseil d'État, a finalement donné raison à Philippe Moreau et à sa liste en disant que le résultat était bien valide. On n'a pas revoté. Et 8 mois plus tard, on a installé le nouveau Conseil communal, bien après tous les autres conseils communaux. Et à l'époque, effectivement, l'argument utilisé par Philippe Moreau, c'est de dire que le collège juridictionnel avait pris une décision politique, d'annuler les élections à Molenbeek pour des raisons politiques. C'est un peu le même parallèle que j'avais envie de faire 25 ans plus tard. Ouais. Ici, ce qui est pointé notamment, c'est le système des procurations. Est-ce que c'est un système qui doit être réformé? Parce qu'on a l'impression qu'à chaque élection, il y a des questionnements sur ces procurations. Non, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il faudrait remettre en cause le principe des procurations, sous prétexte qu'ici, il semble
que ça n'ait pas fonctionné, ou en tout cas qu'il y ait eu des irrégularités. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que le collège juridictionnel, en l'occurrence, il a fonctionné, il a fait son job. Voilà, la suite, nous verrons bien. Moi, je suis toujours très, très prudent quand il s'agit d'évoquer politique locale d'autres communes. Je ne sais pas si ça changera grand-chose au résultat, mais en tous les cas, dès lors qu'il y a eu des irrégularités constatées, je pense qu'il est logique que, malheureusement, il faille retourner aux urnes, parce que c'est quand même pas banal, hein, c'est quand même rarissime. Et c'est à la fois, je pense, plutôt positif sur l'aspect d'état de droit, c'est par contre plutôt négatif sur l'image qu'on peut avoir du politique, me semble-t-il. Mais c'était déjà le cas pour Neuchâteau, par exemple. C'était déjà les procurations qui avaient posé souci. Donc effectivement, on peut peut-être se dire qu'à un moment donné, on peut réformer ce système. Il y a toute la question aussi du vote à distance, éventuellement un vote électronique. Moi, par exemple, en étant française, vous savez comment ça fonctionne aussi, on peut voter à distance pour notre député du Benelux, avec un système de code. Il y a 581 communes en Belgique. Ici, il semble qu'il y ait un cas. Est-ce que parce qu'il y a effectivement un cas, il faut jeter le bébé avec l'eau du bain? Je ne le pense pas. Je pense que si l'administration est bien organisée, et moi je ne signe jamais de procuration sans que ça soit passé par une validation administrative, il n'y a aucun souci à ce qu'on puisse permettre à ceux qui sont pour une raison X ou Y à l'étranger ou au travail ou hospitalisés, qu'ils puissent quand même exprimer leur choix démocratique. Et donc effectivement, c'est pas parce qu'il y a un exemple cette fois-ci qui a mal fonctionné qu'il faut remettre l'ensemble du système en question. C'est normal que ce soit le bourgmestre qui signe en fait ces procurations. Ça ne devrait pas être une instance externe, quelqu'un qui n'est pas candidat aux élections. En France, on va au commissariat, par exemple, pour faire une procuration. Moi, je ne fais pas. Je le fais valider par l'administration. Oui, c'est un fonctionnaire délégué. Hein. C'est le bourgmestre. C'est le titre qui est dans la loi, mais en pratique, ce n'est pas moi qui signe tous les documents. C'est l'administration qui les valide et c'est un agent délégué qui porte la signature du bourgmestre. Si, dans certaines communes, parfois, le bourgmestre signe lui-même les procurations une fois qu'elles ont été validées par l'administration. Ouais. C'est ça. Donc, il vient d'ailleurs jusqu'à la veille des élections. Il se rend à l'administration communale pour venir. On lui donne le signataire et il signe. Mais tout ça a déjà été validé au préalable. Ceci étant, je reviens quand même sur la remarque de Vanessa. C'est vrai que c'est quand même hallucinant de se dire qu'en Belgique, on ne puisse pas organiser un système. Et ça serait même beaucoup plus facile, un système avec des électeurs, parce que pour X ou Y raison, ne peuvent voter physiquement le jour de l'élection, pourrait voter à distance par un système d'authentification. On a It's Me aujourd'hui qui fonctionne extrêmement bien. Ça peut s'envisager. Tout en laissant le système de procuration en place, parce qu'effectivement, il y a la fracture numérique aussi, donc on ne peut pas exclure les personnes qui sont, par exemple, en maison de repos. Mais par exemple, ou qui seraient en prison aussi. Mais je veux dire, effectivement, que ça peut être un outil supplémentaire, mais il ne doit pas remplacer le fait d'aller... Non, mais en outil supplémentaire. Et dans le cas qui nous occupe ici, je ne pense pas que ça aurait manifestement changé grand-chose, puisque là, on parle, en tout cas dans ce qui est supposé, effectivement, d'un détournement, si j'ai bien compris, de toute une série de procurations. Donc même si vous aviez un système hybride, pas convaincu qu'ici, ça aurait changé grand-chose, mais... Pour le reste, nous verrons bien. Alors, ce collège juridictionnel, il ne s'est pas penché que sur Saint-Josse, notamment sur le cas d'Anderlecht. Et là, il y avait un recomptage qui était demandé par le MR et une annulation par la Team Fouadaïdar. Ça a été rejeté. Quand le conseil juridictionnel se penche comme ça sur le cas de sa commune, c'est un moment de stress. Qu'est-ce qui se passe ? Un tout petit moment de stress quand j'ai reçu l'information comme quoi il y avait un recours, et puis après le stress il est assez vite retombé quand j'ai lu le contenu des recours, et donc c'était assez fantaisiste, et on n'a même pas déposé de mémoire en défense parce que je n'avais quasiment aucun doute par rapport au fait que le collège juridictionnel allait rejeter ces recours. Un élément encore là-dessus ? Oui, parce qu'à Saint-Josse, on sait très bien que il y a une alliance plutôt objective entre Émir Kiralis du bourgmestre et les engagés, le MR, etc. Quelle va être l'attitude du MR Oui, parce qu'il avait annoncé qu'il allait ouvrir sa majorité et qu'au sein de sa liste, il y a des gens plutôt proches du MR ou même MR, étiquetés MR. Quelle va être l'attitude du MR local, si vous avez une information? Je n'ai pas d'informations privilégiées, mais j'imagine que le MR local va prendre acte de la décision du collège juridictionnel, point barre.
Allez, on va en venir aux autres communes, puisque vendredi, la validation, normalement, toutes les élections, c'est pour le 26 novembre, on y est presque. Vendredi prochain, ce sera la prestation de serment pour toute une série de bourgmestres, pas la totalité, parce qu'il y a encore des enquêtes qui doivent être menées, c'est la procédure habituelle. Et puis, pour la majorité des conseils communaux, ils seront installés le 1er décembre. Alors, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que tout est prêt dans vos communes respectives? Boris Viviès. Oui, tout est prêt. Accord de majorité, attribution de mandat du CHFA. L'accord de majorité, on présentera la déclaration de politique générale probablement au mois de janvier. Mais pour le reste, tout sera présenté le 1er décembre. Mais tout est parfaitement sur les rails. Oui. Et c'est pour Fabrice Kums. Tout est sur les rails également, donc même chose, on va présenter la déclaration de politique communale en janvier. On a l'accord complet par rapport aux attributions et aux répartitions de compétences. Il faut encore, mais là on rentre dans les détails, il faut encore techniquement qu'on signe les documents, mais tout sera entre les mains du secrétaire communal le début de semaine prochaine pour installation le 1er décembre. Karim Fadou? Non. Rien du tout sur cet élément. Je peux dire qu'il y aura peut-être une commune où il n'y aura peut-être pas de bourgmestre, c'est Scarbeck. Voilà. Ouais. Seul inconnu, c'est Scarbeck. Oui, parce que là, de toute façon, imaginons même dans le meilleur des cas qu'une négociation aboutisse là, maintenant, ce week-end. On sera hors délai, et donc là, il faudra attendre plus longtemps. Ça veut dire qu'on se retrouve dans un cas où la mise en place est reportée. Comment ça fonctionne à Uccle? On a eu des choses un petit peu amusantes il y a quelques années au sein du MR, où on avait des candidats bourgmestres qui se faisaient la concurrence. Comment ça fonctionne une commune dans ce cas-là? À Uccle, tout se passe toujours très bien. Bien sûr. Je vous rassure. Et encore ici, dans le cadre des dernières élections. Alors, sauf erreur de ma part, je pense que vous avez une période, mais je ne sais plus exactement laquelle, où en effet, vous pouvez vous retrouver dans une situation où l'ancien bourgmestre continuerait notamment à recevoir les prestations de serment des nouveaux conseillers. Mais j'avoue que comme il y a eu effectivement quelques incidents à Uccle, mais qu'il y a très très longtemps, je ne me souviens plus exactement des tenants et des aboutissants en la matière, donc je ne vais pas m'engager là-dessus, je ne serai pas de sources très intéressantes. Un élément à ajouter là-dessus? Non, parce qu'il n'y a jamais eu d'incident dans les... Donc en principe, donc, ce sont les échevins sortants qui ont été réélus, qui restent en place, et il y a un principe d'affaires courantes. Ça sera le cas il y a un accord politique. Pour Saint-Josse déjà, par exemple. Là, ici aussi, dans le cas de Saint-Josse, c'est ce qui va se passer. Ouais. Et qui sera alors président du CPS d'Anderlecht? Alors c'est Guy Wilmar qui sera président du CPS. Il a déjà été, donc il a l'expérience pour reprendre ce mandat. Et l'actuel président? Et l'actuel président, le petit Moskefa, devient échevin. Et il garde la présidence du foyer Anderlechtois. Et il garde la présidence du foyer Anderlechtois parce que c'est un vrai choix politique, parce qu'il aura la compétence du logement au sein du collège, et donc il pourra aussi faire des synergies plus importantes avec le foyer, qui, rappelons-le, est un propriétaire important, avec près de 4000 logements sociaux sur le territoire de la commune. Voilà, et votre nouveau partenaire, ancien opposant du MR, lui, Gaëtan Van Guatsenove, se retrouve à la tête du conseil communal. C'est ça, donc c'était l'accord qu'on avait eu. Il sera installé comme président du conseil, et donc il aura la lourde tâche de devoir gérer les débats au sein du conseil. Et à Uccle, vous ne me demandez pas qui sera président du CPS. C'est vrai, oui. C'est vrai. Alors, nous proposerons la candidature de Michel Cohen à la présidence du CPS. Voilà, autre commune, celle d'Etterbeek, on a appris vendredi que finalement Vincent de Wolf a choisi, puisque à cause du décumul il ne pouvait pas rester député et bourgmestre, il a choisi sa commune, donc c'est lui qui présidera à ça. Question, est-ce qu'on devrait aller vers un système d'élection de désignation directe du bourgmestre à l'avenir, comme ça existe dans d'autres endroits? Non, je ne pense pas, parce que la représentativité des électeurs, elle se fait au travers du conseil communal, et donc du nombre de sièges au conseil communal. Mais ça simplifierait peut-être les choses, notamment comme à Scarbeck. Oui et non, parce que sur quelle majorité on voit en France l'élection directe du président, ce n'est pas tout à fait une garantie qu'il y ait une stabilité politique, puisque alors l'Assemblée n'est pas forcément à l'image ou un soutien pour le président. Ici, je pense que ce serait la même situation, donc autant conserver le système actuel de désignation à 2 tours, et donc d'en faire une émanation vraiment du conseil communal. Et le système wallon? Le système wallon, il a ses vertus. Pour rappel, c'est-à-dire
le candidat ou la candidate qui a fait le plus de voix sur la liste qui est arrivé en tête, qui devient bourgmestre. Oui, maintenant, si vous regardez dans les faits, souvent, à Bruxelles, pas toujours, mais souvent, c'est vrai que le bourgmestre est souvent la personne, notamment, qui est la plus populaire de sa commune. Mais moi, un modèle, même si tout n'est pas mieux en France, loin de là, moi, j'avoue que j'aime beaucoup le modèle français d'élection à 2 tours. Je trouve qu'il est d'une grande clarté avant et après les élections. Donc j'avoue que voilà, dans un monde idéal, majoritaire, c'est ça. Oui. Parce que je trouve que c'est intéressant. Qu'il n'est pas assez démocratique. Parce que moi, je trouve qu'il a le mérite d'être très clair, parce que d'abord, il impose, donc vous savez qu'il faut un certain seuil pour se maintenir, mais je trouve qu'il y a quelque chose de plus clair, même si tout n'est pas mieux en France, mais là-dessus, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant. Oui. Mais c'est pas pour demain, on va pas se mentir. Mais il n'assure pas une représentativité totale de toutes les catégories de la population. C'est pas parfait, mais je trouve qu'il est plus clair. Alors l'autre question, c'est vote obligatoire ou pas. On sait qu'en Flandre, cette fois-ci, le vote n'était plus obligatoire. À Bruxelles, on peut regarder ces quelques chiffres. On voit que cette année-ci, 8 électeurs bruxellois sur 10 ont voté. Et donc, c'est un peu moins qu'il y a 6 ans, puisque là, on était à 85% de votants. Est-ce qu'on devrait passer à un vote non obligatoire à Bruxelles ? Moi, à titre personnel, je ne suis pas favorable au vote non obligatoire. Je suis favorable au maintien du vote obligatoire. Et vous, Fabrice Cumis ? Oui, la même chose, parce que on voit déjà que quand le vote est obligatoire, il y a une diminution du taux de participation. Alors s'il le devient encore moins, s'il ne devient plus, alors il y aura encore moins de votants. Et on sait bien que c'est les classes populaires qui seront les moins enclines à aller voter. Et que donc ça sera vraiment un défaut de représentativité à nouveau. Et ce qui est amusant, si je puis me permettre, c'est que le vote, certes, est obligatoire, mais il a cet intérêt aussi, c'est qu'à mon avis, il peut peut-être un peu forcer ou amener peut-être plus les gens, du fait de l'obligation, à se renseigner. Mais ce qui est assez intéressant aussi, c'est que si vous regardez, on connaît toutes et tous des gens qui ne vont jamais voter, on n'en connaît jamais qui ont été poursuivis. Et donc, ce qui est assez particulier, c'est que finalement, on sait qu'il n'y a pas de poursuite, mais cette obligation, on la suit quand même. Et je pense qu'elle amène quand même à ce que les gens aillent se renseigner de manière plus précise, me semble-t-il. Est-ce que par contre, il ne faudrait pas changer le système pour les personnes de nationalité étrangère, à savoir que quand on est inscrit dans sa commune, eh bien, l'inscription sur la liste des électeurs soit automatique aussi ? Parce que là, on voit à chaque fois, on a très très peu finalement de personnes de nationalité étrangère qui votent. Et donc c'est presque un tiers finalement de la population bruxelloise qui n'est pas représentée, en tout cas pour la région c'est ça, pour les communes c'est un petit peu moins, mais c'est aussi un problème de représentativité. Oui, moi je crois qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Je le vois par exemple à Uccle qui compte 10% de Français. Le pourcentage de Français inscrits était vraiment infime. Et là c'est encore particulier parce que si vous voulez les Français, ce qu'ils n'aiment pas, c'est souvent, quand on parle avec eux, c'est l'obligation. Alors qu'en réalité, ils ne sont pas soumis aux mêmes obligations parce qu'eux, une fois inscrits, certes, ils pourraient se dire, si je ne fais plus de démarche, je suis de nouveau obligé d'y aller 6 ans plus tard, mais eux ont une autre possibilité que n'a pas le Belge, c'est qu'ils peuvent se désinscrire. Et donc cette obligation, elle n'est pas réelle. Et pour autant, là-dessus, il y a une grande frilosité. Et donc, je pense que là aussi, peut-être, faciliter les choses, les démarches, irait à mon avis dans le bon sens. Allez, on va passer aux têtes d'affiche, cette petite séquence où on vous donne 4 visages et vous devez en choisir un. On va commencer par Boris Iliès. Je vous propose de choisir entre Françoise Kepmans, qui a annoncé qu'elle quittait la vie locale molenbeekoise, Pierre-Yves Géolet et sa note pour réformer radicalement le paysage de l'emploi wallon, Sang-Hoon de Gimbre, qui est nommé commandeur de l'ordre de la couronne du roi, et puis l'Empire des Lumières de Magritte, qui a été vendu à 121 millions de dollars aux enchères. Pas facile. Je vais prendre Françoise Kepmans parce que j'ai quand même envie de lui rendre hommage. Elle s'est investie comme peu de gens dans sa commune depuis plus de 30 ans. Ici, elle a fait ce choix là de se consacrer essentiellement à son mandat de parlementaire bruxelloise.
Et donc j'ai envie de lui rendre cet hommage parce que c'est quelqu'un qui a quand même pris beaucoup de coups, qui a vraiment beaucoup travaillé pour sa commune de Molenbeek et qui a toujours fait preuve d'un grand courage. Et donc voilà, ça me permet de lui rendre cet hommage justifié, je trouve. Donc elle ne pourra pas assister aux premiers conseils communaux dirigés par une majorité PS. Mais elle pourra venir assister au conseil communal d'Uccle quand elle veut. Il n'y a pas de PTB? Non, sans façon. Allez, les têtes d'affiche pour Fabrice Kums. Je vous propose de choisir entre Olivia Ptito, qui sera bourgmestre de Koekelberg, Belfius, qui refuse de financer Mons, Stromae, qui est nommé commandeur de l'Ordre de la Couronne, et puis une banane scotchée à un mur, qui est l'œuvre de Maurizio Cattelan, et elle qui a été vendue 6,2 millions de dollars aux enchères. Je vais également rester dans le domaine politique et saluer Olivia Ptito parce que je pense qu'elle le mérite vraiment. C'est une femme de conviction, par ailleurs une amie, et donc elle a également été députée bruxelloise, mais elle avait fait le choix de se retirer pour gérer une compétence assez importante qui est celle de la formation en région bruxelloise. Et maintenant, je pense qu'elle pourra faire valoir toute son expérience pour gérer cette belle commune de Koekelberg. Voilà. Ahmet Laoueche, c'était vraiment l'homme qui incarnait Koekelberg, qui s'était posé comme ça, et puis hop là il s'efface. C'est de nouveau cette histoire de décumul. C'est pas dérangeant d'avoir comme ça quelqu'un qui est en fer de lance pendant toute la campagne électorale, et puis après quelqu'un d'autre qui prend la relève. Je pense qu'il n'y a pas de surprise, et donc les Koekelbergeois ont voté en connaissance de cause. Ils savaient bien qu'Ahmet Laoueche était négociateur pour la formation du gouvernement, et donc malgré tout, ils ont souhaité lui apporter son soutien de manière massive d'ailleurs, je tiens à le souligner, et je pense que en fait, ce ne sont pas les individus qui comptent, c'est l'équipe et le projet collectif qu'on porte. Et donc, je pense qu'à la fois Olivia et à la fois Ahmet portent un projet un projet solidaire qui est compatible l'un avec l'autre. Boris Eliès ? Moi, je crois que ça relève quand même aussi de cette histoire de décumul que certains trouvent extraordinaire. Où il y a beaucoup de démagogie autour de cela, d'abord parce qu'on a oublié de dire à la population que le décumul coûte plus cher aux contribuables parce qu'il y a plus d'élus, d'une part, que d'autre part, il y avait de très très bons élus qui cumulaient, des moins bons qui cumulaient pas. Vous avez parlé tout à l'heure de Vincent de Wolf. Je trouve que c'est une perte pour le Parlement bruxellois. Il a toujours été reconnu comme étant et un excellent bourgmestre et un excellent parlementaire. Et donc, on ne reviendra jamais là-dessus, dont acte, mais je pense qu'on a vraiment vendu de la poudre aux yeux en expliquant que c'était une formule merveilleuse que ce décumul. Moi, je suis très à l'aise, j'ai décumulé avant l'heure et avant que ce soit obligatoire, mais je pense qu'on aurait dû là laisser plus de liberté, finalement, avec le choix de l'électeur, parce que je ne trouve pas que ce soit la plus grande des idées. Encore une fois, elle coûte plus cher, et on ne peut pas dire qu'elle ait extraordinairement amélioré le niveau de compétences du Parlement bruxellois. Ouais, enfin, on pourrait se dire aussi que bourgmestre, c'est un job à temps plein et député aussi, ou alors... Mais vous savez, il y a des gens qui sont débordés avec un mi-temps et puis des personnes qui ont une capacité à travailler non-stop. Donc là-dessus, moi j'aimais bien à un moment donné l'idée que ce soit l'électeur qui puisse juger de la qualité du travail, du nombre d'heures passées. Voilà, maintenant on va pas pleurer sur l'air renversé, on ne va pas revenir sur ce qui est fait, mais j'avais envie de vous le dire. Karim Fadoun. Non, vous avez cité aussi l'exemple de Vincent de Wolf, qui n'était pas que bourgmestre et député, qui avait aussi d'autres fonctions dans le privé par ailleurs. Alors, mais qui avait les capacités de les assumer. Très certainement Superman, mais je pense que ce qui posait problème aux yeux de la population, aux yeux de l'opinion publique, c'était les rémunérations qu'il y avait avec. Il faut savoir qu'à une période, certains mandataires politiques cumulaient plusieurs fonctions, pas que une, deux, c'était parfois 3, 4. Et effectivement, il y avait une rémunération qui allait avec. Et c'était peut-être là qu'il y avait un problème. Alors, je reviens par rapport à la critique que vous dites, que vous énoncez par rapport à la qualité des mandataires aujourd'hui, qui sont peut-être pas les meilleurs aujourd'hui, mais qui vont peut-être faire leurs armes et qui peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, deviendront de très bons parlementaires. Moi, je pense qu'avoir cassé ce lien avec les communes, qui est plus d'échevin, qui est plus de bourgmestre, mais ils peuvent être conseils communaux. C'est pas la même chose. Moi, je pense qu'avoir cassé ce lien
n'enrichit pas le Parlement bruxellois. Et j'ajoute qu'avant que le décumul soit mis en place, il y avait déjà un plafond des salaires, ce qui était pour le coup la moindre des choses. Ça, on est bien d'accord. Voilà, ça, on est bien d'accord. Oui. Et je pense que c'était une formule équilibrée et que ce lien commune-région n'était pas mauvais. Et vous savez, moi, je constate quand même aussi ces dernières années, on parle souvent d'ailleurs de la conférence des bourgmestres. Depuis qu'au sein de la conférence des bourgmestres, vous n'avez plus ce maudit cumul, eh bien, je trouve qu'on a parfois plus des débats un peu clivants qui font oublier que les communes font partie de la région. Et donc, je trouve qu'il y avait là des liens qui me semblaient plutôt positifs pour les citoyens bruxellois. En même temps, ça a renforcé le pouvoir de la conférence des bourgmestres. Justement, vous êtes plus un contre-pouvoir aussi au gouvernement oui, mais je bruxellois, trouve que c'est dommage, quelque part, justement, qu'il y ait peut-être un peu moins de cohésion à ce niveau-là, entre ces niveaux de pouvoir. Parce que si à un moment donné, justement, ça se contrecarre et que ça se contredit, c'est pas forcément positif pour la gestion de Bruxelles. La réalité, c'est qu'il y a un peu un péché originel de la constitution de la région bruxelloise en 89, sur base d'une structure institutionnelle régionale qui, elle, n'avait pas bougé, en tout cas au niveau des communes. Donc voilà, c'est un autre vaste débat. Mais je pense que là, il y aura encore quand même des choses qui doivent évoluer en la matière. Sachant comme on dit souvent que le Parlement bruxellois est juste un grand conseil communal, en fait. Donc, mais c'est peut-être ça que vous voulez mettre en avant. Moi, c'est que ce sont des thématiques locales qui sont parfois portées au niveau régional. Je ne suis pas convaincu que ce fameux décumul ait enrichi le Parlement bruxellois et les débats du Parlement bruxellois. Mais là, je laisse aux observateurs le soin de l'analyser. Fabrice Kums qui a un sourire en coin là depuis 5 minutes, mais qui ne dit rien. Qu'est-ce que vous dites sur ce sujet? Je suis peu suspect puisque... Enfin, peu suspect également, puisque je n'ai jamais cumulé. Ça vous semble faisable d'être bourgmestre et député en même temps? Je pense que c'est une question, comme ça a été dit, d'organisation. Mais je crois que si un jour, je ne crois pas qu'on y arrivera, mais que si un jour il devait y avoir une nouvelle liberté qui soit laissée aux mandataires de cumuler, ce serait en tout cas avec pas de cumul de rémunération. Ça a été une hypothèse qui a été mise sur la table à un moment donné. Pour le reste, c'est vrai que c'est une question d'organisation personnelle. Une commune comme la mienne, où il y a, comment dire, beaucoup de problèmes, je pense que ce serait difficile de faire autre chose que bourgmestre. Allez, de là, on va glisser vers la région. Autre sujet politique du moment. On sait que cette semaine, les néerlandophones se sont réunis à 4 pour pouvoir discuter avec la NVA. Ce qui n'a pas toujours été évident, ça a été bloqué pendant tout un temps. Au moment où ils commencent à se réunir à la NVA, c'est le moment où le Parti socialiste envoyait tous ses messages pour dire pas avec la NVA, pas avec la NVA. Donc, est-ce qu'on a des chances d'aboutir là-dessus, Vanessa Lullier? Ça reste quand même la piste toujours qui est privilégiée. Pour l'instant, on n'a pas l'impression que le CDNV ait vraiment envie de revenir non plus dans l'arène. Donc... il faudra voir effectivement s'il y a un accord possible avec la NVA, surtout que Groen est resté, lundi avait décidé quand même d'ouvrir à la NVA en disant voilà, on veut des garanties et voir si nos projets sont bien compatibles. Donc ça semble en tout cas mieux parti qu'il y a 2 semaines avant cette proposition de l'Open VLD, mais ça, c'est de donc choisir d'avoir simplement un commissaire de gouvernement. Maintenant, c'est sûr qu'on peut comprendre... C'est un peu ce qu'il faudrait créer, un commissaire du gouvernement. On peut comprendre que le PS, par rapport à ses autres positions au niveau fédéral, soit pas ravi non plus de l'avenue de la NVA. Karim Fadoul. Vous savez, on a déjà vu tellement de choses dans l'histoire de la région bruxelloise et des gouvernements bruxellois. Moi, je me souviens que la Volksunie a participé au gouvernement bruxellois. Je me souviens qu'à une époque aussi, les néerlandophones de Bruxelles ne voulaient pas entendre le FDF au sein d'un gouvernement bruxellois, de certaines personnalités du FDF à l'époque. Donc, moi, je dirais que tout est possible à ce stade, mais je pense qu'il faut revenir à la base de la base, qui est... le blocage, il vient d'où? Il vient du côté néerlandophone aujourd'hui. Il vient du côté néerlandophone. Est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui remettre en question la représentation garantie des néerlandophones au sein du Parlement bruxellois, au sein de la région bruxelloise, leur représentation garantie au sein du gouvernement avec un nombre de mandats fixes, alors qu'ils représentent
10-15% de la population. Il y a une proposition d'ailleurs de défi qui est sur la table aujourd'hui pour réformer tout ça. Mais ça ne va pas solutionner tout de suite le problème. Ça ne va pas solutionner tout de suite le problème, on est bien d'accord, un coup de cuillère à peau, parce qu'effectivement, il faut passer par des lois spéciales au niveau du fédéral, etc. Ça va prendre beaucoup de temps. Et puis c'est de la négociation aussi communautaire. Donc on replonge à nouveau dans très certainement une période de discussion très houleuse. Mais voilà, c'est une piste, peut-être revenir sur quelque chose qui à un moment donné était acquis, puis qui peut-être aujourd'hui, on le voit bien, pose problème. Sur la NVA, oui. Oui, sur la NVA, donc moi j'ai été surpris par une analyse qui a été publiée de dire que la théorie veut que chaque groupe linguistique fasse son gouvernement de son côté. Moi je ne vois pas où c'est écrit. Et donc un gouvernement bruxellois... C'est une pratique qui s'est faite. En pratique, ça s'est souvent fait comme ça, mais en théorie et légalement, ça n'est prévu nulle part. Et donc ça ne me semble pas incohérent qu'un partenaire, même d'un autre groupe linguistique, exprime ses préférences par rapport à l'équilibre général du gouvernement. Par rapport à la structure institutionnelle, je rejoins tout à fait ce que Karim Fadul a dit, et d'autant plus qu'on sait bien que s'il y a un problème du côté néerlandophone aujourd'hui, comme ça a pu être le cas avec les risques que faisait peser sur l'équilibre général le Vlaams de Belang, c'est parce que des francophones votent pour les listes néerlandophones pour des raisons X ou Y, dans ce cas-ci c'est à la liste Haïdar, et qui perturbe globalement l'équilibre général. Et donc je pense que les néerlandophones devrait un jour aussi se rendre compte que le système actuel il ne fonctionne pas. Oui, à l'évidence, je pense qu'on est presque arrivé au bout d'un système, parce que M. Fadul disait à raison que ça a toujours été quelque chose de compliqué. Par contre, ce qu'on n'a jamais vu depuis 89, c'est de se retrouver 100 jours après les élections sans gouvernement. Mais ça s'est fait à d'autres niveaux de pouvoir. Oui, mais au niveau bruxellois, on ne l'a jamais vu. Une rentrée au niveau fédéral, sans on est bien d'accord. gouvernement. Mais au niveau bruxellois, ça ne s'est jamais vu. C'est une première. Et donc, ça veut peut-être dire effectivement que ce système est arrivé vraiment, même pas à maturité justement, mais à immaturité, et qu'on voit bien que la situation, elle a un côté inextricable, où chaque fois qu'il y a une proposition, effectivement, on dit ah ben non, ça ne va pas, et puis à un moment c'est les uns, à un moment c'est les autres. Bon, je note au passage que j'entends que certains auraient des problèmes avec le fait que la NVA soit dans le gouvernement, mais n'ont pas de problème avec le fait de travailler ailleurs avec le PTB. Et pour moi, le PTB, ça c'est vraiment très très grave, et la NVA beaucoup moins. Mais en tous les cas, sur le système institutionnel bruxellois, il y a évidemment des choses à revoir, sinon on n'en serait pas là. Pascal Deluitte, dans une interview que je vous propose d'écouter, resituer ça par rapport à l'échiquier local aussi. La NVA, comme acteur bruxellois, a disparu de la carte municipale. C'est-à-dire, dans toutes les communes où elle s'est présentée, elle a perdu ses sièges quand elle en avait, et elle n'en a glané aucun là où elle n'en avait pas. En d'autres termes, ce serait quand même un peu curieux qu'un parti vienne dans le gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale sans aucun relais dans les 19 communes de Bruxelles. Vanessa Lullier. Oui, effectivement, ça pose quand même cette question. Alors, on voit aussi que pour les autres partis néerlandophones, évidemment, très peu se sont présentés. Je pense qu'il y a juste Verheugt qui a présenté une liste unique dans une commune, mais sinon tout le monde, à chaque fois, est sur les listes communales. Est-ce qu'on pourrait imaginer, au niveau du Parlement bruxellois pour la région, alors de faire des listes communes aussi ? Finalement, ça ne serait pas ça la solution, et de diminuer peut-être le nombre de députés par la même occasion. Je pense que le modèle effectivement de liste bilingue, il a son intérêt, comme il est possible au fédéral pour les raisons que l'on sait, mais je pense que ça aurait du sens. Si on regarde justement le vote Groen par exemple et écolo, c'est quand même très très particulier, parce que on le voit, les résultats, si je prends par exemple dans ma commune à Uccle, le résultat au niveau des élections régionales a été très bon pour Groen, très mauvais pour écolo, mais ensuite au niveau communal, le résultat pour écolo a été plutôt bon. Donc ça veut bien dire que là, il y a un glissement. Et donc tout ça brouille complètement le message, et je crois qu'en effet, pouvoir avoir des choix qui soient clairs sur des listes qui seraient bilingues me semble une des pistes intéressantes. Mais la NVA irait chez qui alors dans ce cas-là ? Ça ne veut pas dire que vous devez empêcher qu'il y ait à ce moment-là, pour autant, une liste unilingue. Oui. Unilingue, mais là, quand on voit, il se présente tout seul, il n'y a plus d'élus. Ouais, mais elle serait par définition, effectivement. C'est comme le Belang, pareil. Mais je pense que ce serait peut-être plus clair, et surtout, ça pourrait permettre de ne plus se retrouver avec une situation aussi inextricable que celle que nous vivons aujourd'hui. On connaît l'histoire, Pourquoi est-ce que le système actuel existe ? C'est parce qu'il y a eu l'agglo dans les années 70, et donc il y avait
des échevins néerlandophones de l'agglo qui étaient obligatoires, mais on avait à l'époque contourné le système et déposé des faux flamands, comme on disait à l'époque, et donc c'est pour ça qu'ils ont exigé ces listes séparées. Je pense effectivement qu'aujourd'hui, on est arrivé à une maturité, on est 50 ans après l'agglo, plus de 50 ans. Je pense que la maturité devrait nous imposer d'avoir des listes bilingues, c'est beaucoup plus porteur de sens en termes de développement de la ville. Et puis peut-être en termes de représentativité démocratique, quand vous regardez, je veux dire, il y a des ministres flamands qui représentent, mais extrêmement peu d'électeurs bruxellois. On va clore sur ces paroles-là le chapitre purement politique pour venir à notre dernier thème qui est celui de la mobilité. On sait que ça va être au cœur de la législature à venir, tant au niveau communal que régional. Cette semaine, il y a une étude qui est parue, sortie par les administrations régionales, qui soulignait l'impact dans l'espace public de la taille croissante des voitures. Je vous propose de regarder ce reportage de Thomas Dufrane, Daniel Magnette et Stéphanie Mérard. Les SUV se succèdent sur cette chaussée d'Oderghem. Ici, c'est devenu la nouvelle norme. Ajoutez à cela les bus, quelques vélos et les voitures garées sur le côté. Manque de bol pour les piétons, le trottoir a littéralement été sacrifié. Alors ça a été une technique utilisée il y a très longtemps par Bruxelles Mobilité pour justement essayer d'un peu libérer l'espace sur la voirie, mais ce n'est pas une solution non plus à terme. On a de nombreux riverains qui nous font remonter des remarques comme quoi il faudrait en finir avec ce stationnement sur le trottoir parce qu'ils n'ont pas l'espace pour passer. Avec aussi pour les PMR, c'est très compliqué. Selon une étude, en 10 ans, la masse des voitures a augmenté de 10% pour les véhicules privés et près du double pour les voitures de société. Plus de confort pour les automobilistes, mais il y a un mais. Ça augmente la gravité des accidents, ça augmente aussi l'usage de l'espace public, donc les places de stationnement ne sont pas nécessairement dimensionnées pour des véhicules longs, larges et lourds. L'asphalte est aussi davantage usé. Que faire face à ces constats? Certaines villes européennes ont déjà agi et l'étude évoque des pistes pour Bruxelles. Faire avancer la réglementation, la fiscalité pour dissuader l'acquisition de véhicules lourds et éventuellement créer des zones où les véhicules lourds n'ont pas leur place en ville. Le futur gouvernement devra, ou plutôt pourra plancher sur la question. Reste à trouver une majorité. Alors, est-ce qu'il faut taxer ce type de véhicules ou les interdire dans certaines zones? Fabrice Cus. Oui, je pense que les externalités négatives de ce type de véhicules surpuissants et en surpoids, j'allais dire, sont très importantes et donc il faut essayer de dissuader ça. Ça pourrait par exemple être un mécanisme intéressant pour corriger certains dispositifs qui sont plus problématiques comme la zone à basse émission. Parce que je pense qu'un SUV génère plus d'effets négatifs qu'une Twingo Euro 5. Et donc il faut pouvoir avoir une réflexion globale sur l'ensemble du parc automobile. Nous, on est pour que tous ceux qui ont besoin d'une voiture pour se déplacer de manière inconditionnelle puissent en avoir une. Mais à côté de ça, qu'on n'encourage pas le développement d'un parc automobile qui soit pas compatible avec les caractéristiques d'une ville. Est-ce qu'on a le même avis à Uccle? Non. C'est pas à Uccle, mais non. D'abord, au niveau de la taxation, je rappelle qu'ils sont déjà très taxés et très lourdement taxés. D'une part, et que d'autre part, moi je m'inscris quand même là-dessus sur le fait qu'on puisse encore avoir la liberté de choisir son véhicule. Qui plus est, ce sont des véhicules qui, d'un point de vue environnemental, ne sont pas du tout parmi les plus polluants. Et là, je reste quand même très attaché au principe de liberté en la matière, à nouveau, par rapport à des produits qui sont déjà lourdement taxés. Alors ici, la question, c'est celle du partage de l'espace public. Alors il y a une image qui a fait réagir de nombreuses personnes quand on l'a diffusée sur notre antenne, on va la voir là. C'est celle de ces ouvriers qui étaient en train de disquer des arceaux de vélos chaussés de Waterloo. Je ne sais pas si on peut voir cette image. On a diffusé ça le 6 novembre dernier. C'était à votre initiative, Boris Diliès. Un acte que certains ont jugé totalement illégal parce que ça détruit du mobilier public, que c'est une voirie régionale non communale, parce que le code de la route n'était pas respecté, parce qu'on ne peut pas se stationner à proximité d'un passage piéton. Qu'est-ce que vous répondez à ça et sur base de quelles compétences vous avez demandé cet enlèvement d'arceaux? Alors, je réponds que j'assume totalement. J'assume totalement. Juste pour repréciser les choses, en réalité, il s'agit, parce qu'on dit, voilà,
à Rho sur les arceaux vélos. Première chose, il s'agit d'abord de drop zones qui sont aussi destinées à accueillir certes des vélos, mais aussi les trottinettes partagées. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, la région, après avoir mis l'administration de Van den Brand en particulier, plus de 2 ans pour essayer de trouver une formule, a amené une formule foireuse qui a été cassée au Conseil d'État par des opérateurs. Moi, j'ai clairement indiqué à la région c'est ça le paradoxe, c'est que l'administration Bruxelles Mobilité vous propose des réunions et de soi-disant concertation. Nous qui connaissons quand même bien le tissu local, on leur dit, ben oui, pas de problème pour installer un espace là. D'ailleurs, si on parle d'arceaux vélo en tant que tel, sous cette législature passée, on en a installé des dizaines. Et évidemment, parce que j'entends aussi encourager celui ou celle qui prend le vélo. Et donc, je sais bien qu'ici, je fais l'objet de caricatures, genre où je serais juste le gars qui pense qu'à la bagnole, rien n'est plus idiot. Je suis partisan d'un principe d'équilibre et de liberté. Mais ici, en l'occurrence, il y avait toute une série, tout à coup, de drop zones qui avaient été installées sans aucune cohérence. Ici, on parlait de 5 sites au même endroit. Nous en avons laissé 2, nous en avons supprimé 3. Pourquoi ? Parce que ça ne se justifiait absolument pas de supprimer des places de stationnement pour installer ces drop zones. Est-ce que vous pouviez le faire légalement ? Mais écoutez, ça, pour l'instant, la région, effectivement, nous a envoyé une série de courriers. On a également pris un avocat par rapport à cela, parce que le principe, justement, de ces zones, et moi, c'est un des éléments que j'invoque, la responsabilité du bourgmestre, c'est aussi la sécurité. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Or, quand vous avez des drop zones, effectivement, qui débordent, et qui débordent notamment sur la chaussée, et on a plein d'exemples comme cela, eh bien, vous créez aussi un problème de sécurité. Et donc, moi, mon job, c'est aussi d'abord de demander un minimum de cohérence, fût-ce sur une voirie régionale, où il faudra venir m'expliquer pourquoi est-ce que, tout à coup, on ne doit pas mettre 2 zones, mais on doit en installer 5. La réalité, moi, je la connais, j'ai déjà eu beaucoup de réunions avec ce genre de personnes où ils jubilent dès qu'ils peuvent supprimer une place de stationnement de voitures, dès qu'ils peuvent empoisonner la vie de l'automobiliste. C'est vraiment une avancée extraordinaire. Et c'est vraiment idiot parce que c'est monter les uns contre les autres. Moi, je vous le dis, je n'ai aucun souci, on le fait, on va continuer à le faire, à installer, mais de manière intelligente, de manière raisonnée, équilibrée, toute une série d'infrastructures pour les cyclistes. Nous l'avons fait, nous continuerons à le faire. Simplement, à un moment, il faut que la concertation, elle soit réelle et qu'on arrête de se moquer du monde avec une série de fanatiques qui sont là juste pour empoisonner la vie de l'automobiliste. Ça, pour moi, c'est pas acceptable. Est-ce que vous croyez qu'il y a un seul des commerçants ou des riverains qui a été concerté ? Absolument pas. Le mot de la fin, Fabrice Kuhns. Mais ce qui ne va pas, c'est qu'on impose de mettre des arceaux à vélo absolument à la place de parking. Et donc, s'il y a une solution ailleurs, il faut, à mon sens, la privilégier. C'est ce qu'on fait dans notre commune. Par contre, dans l'exemple dont on parle ici, à ma connaissance, le code de la route interdit qu'on se stationne à moins de 5 mètres d'un passage pour piétons. Et donc, pour moi, à Anderlecht en tout cas, on met les arceaux à vélo à cet endroit-là pour justement protéger les passages aux piétons et aussi empêcher que l'automobiliste ait une amende. Parce que s'il se stationne à la place de ces arceaux, il est susceptible d'avoir une amende. Et donc moi, je pense qu'ici, c'était une grave erreur et ça ne montre pas une belle image de la coordination nécessaire entre la commune et les régions. La région. Eh bien, on va s'arrêter là. Je vous remercie à tous d'être venus sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Ce sera rendez-vous la semaine prochaine avec Jean-Jacques Deleu. Et je dois vous annoncer aussi que le 29, dans la matinale de BX1, on va avoir une émission spéciale avec des interviews des bourgmestres qui prêteront serment. Et ça, ce sera retransmis en direct de 9h à 11h sur notre antenne. Beau week-end à tous.